Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Djena. Encore une fois, c'est un plaisir de vous retrouver pour parler de la lutte contre le coronavirus au Togo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le vaccin qui est annoncé dans le pays. Nous sommes avec le professeur Adjo Commissi Rafin, co-coordonnateur d'un soin du centre de prise en charge du coronavirus au Togo, c'est-à-dire le centre CH à Lomé Commune, membre du conseil scientifique de la riposte contre la COVID-19. Professeur, bonjour. Alors, quelle est la situation de la crise au Togo? Ce qu'il faut dire de la crise sanitaire, c'est que depuis le début de l'année, depuis la fin des fêtes de fin d'année, on a connu ou on connaît une nouvelle étape dans l'évolution de la maladie. En ce sens-là qu'avant les fêtes, on dépassait très rarement le nombre de 50 par jour. Et après les fêtes, on est passé jusqu'à plus de 100. Et aujourd'hui, on navigue entre 50, 75, parfois jusqu'à 100 malades par jour. Donc, c'est dire que depuis la fin de l'année, on a plus de cas et ça continue d'évoluer dans ce sens-là. Et comment expliquer ce nombre croissant des cas liés au coronavirus? Alors, essentiellement lié je dirais un peu à la négligence ou laisser aller qu'ont entraîné les fêtes. Vous savez, au moment des fêtes, c'est plus de joie, c'est plus de convivialité, relâchement pendant ces moments-là. Il y a eu des retours au pays des gens et donc, quelles que soient les précautions qu'on a prises, les risques étaient plus élevés. Donc, il y a eu beaucoup de contaminations et ces contaminations-là sont passées dans la communauté. Et quel que soit l'effort qu'on fait pour les diagnostiquer, les isoler, il y a toujours de nouvelles contaminations qui se poursuivent, ce qui fait que ce nombre élevé continue de se maintenir jusqu'à ce jour. Et la situation au niveau de la région des savanes, est-ce qu'elle est contrôlée, elle est maîtrisée? Parce qu'à un moment donné, on a senti qu'il y avait de la panique, même au niveau du gouvernement et avec des mesures prises et levées après. C'est pas de la panique, je crois que c'est l'évaluation du risque et une appréciation à juste titre du danger. Oui, il y a eu beaucoup de cas, une flambée de cas au niveau de la région des savanes. Des dispositions ont été prises qui ont permis que la tendance à cette flambée-là ne soit pas maintenue. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne reviendra pas aux chiffres antérieurs assez rapidement. Parce que quand vous vous retrouvez avec un certain nombre d'individus contaminés, le temps de les maîtriser, ils ont contaminé d'autres personnes. Ouais. Ce n'était pas un confinement. Si c'était un confinement où tout le monde était obligé d'être casé chez lui, le confinement arrive facilement à arrêter le processus beaucoup plus rapidement que le bouclage. Le bouclage, il y a la contamination locale qui continue, c'est que ça ne se transmet pas à d'autres zones, mais localement, les contaminations continuent. Mais je crois que ce n'est rien que ce soit préoccupant toujours. On peut dire que les mesures portent de leurs fruits. Alors, on va revenir sur la campagne de vaccination, sur le choix du vaccin. Le Togo a donné son quitus au vaccin AstraZeneca. Après, on a entendu parler du Pfizer également. Où en est précisément le pays par rapport au vaccin contre le coronavirus? Non, ce qu'il y a, c'est que plus vous avez de choix, plus vous avez la garantie que vous aurez le produit que vous voulez avoir. Et donc, c'est dans ce sens-là, bien sûr, en prenant en compte les données scientifiques sur l'efficacité, sur les risques. Oui, le Togo a opté pour le vaccin d'AstraZeneca et c'est le vaccin qui est attendu dans les très prochains jours. Mais il y a le second choix également. Vous savez, il y a un gros problème de demande et de l'offre qui se pose.
les plateformes de production des vaccins ne sont pas en mesure de répondre aujourd'hui et à temps réel aux besoins de la population mondiale. Et donc, si tout le monde s'aligne sur un seul vaccin, il va de soi qu'ils ne l'auront pas aussi vite, ils ne l'auront pas maintenant. Et donc, il faut se donner plus de chance. Et donc, le Togo est d'accord pour prendre les deux types de vaccins. C'est des vaccins efficaces et donc qui peuvent être utilisés indifféremment. Et donc, c'est le Pfizer et l'AstraZeneca qui sont attendus. Oui. Dans un premier temps, tout de suite là, c'est AstraZeneca, mais le Togo s'est mis d'accord pour prendre également, pour acheter le Pfizer. D'accord. Et à quel moment ce vaccin va arriver au Togo? C'est compliqué à dire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a un gros problème, c'est-à-dire tout le monde sait, il n'y a pas 1000 fabricants de vaccins, vous savez. Et donc tout le monde s'aligne chez le même fabricant. Et le premier problème, c'était lié au fait que les grands pays, les pays les plus nantis, ont contribué même à la vaccination, ils ont financé la fabrication, même la recherche. Du coup, ce sont les premiers qui seront servis. Heureusement qu'il y a la plateforme COVAX qui est un organisme qui aide ou qui va faire de lobby, le fait déjà, qui réussit à avoir des commandes pour les pays pauvres. Et donc, c'est grâce à cette plateforme-là que la dotation qu'on va avoir très prochainement sera disponible. Mais le Togo s'est déjà inscrit pour acheter lui-même va acheter le vaccin pour sa population. Alors, professeur, comment expliquer cette production limitée des vaccins? Normal. Le monde n'a jamais connu une situation pareille. Et les pratiques habituelles, c'est que vous avez quelques millions de doses pour le monde entier. Et donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on met en place une plateforme de fabrication. Et les matières premières qu'il faut utiliser et l'installation qu'il faut utiliser pour les fabriquer, c'est souvent adapté au produit final. Et donc, cela prend du temps pour organiser tout cela. Je crois que c'est ça qui explique cette lenteur ou cette difficulté à répondre à la demande du monde. Alors, comment se déroule le mécanisme COVAX? Vous avez parlé tout à l'heure de COVAX. Comment se fait le mécanisme à ce niveau-là? Alors, c'est une plateforme, donc c'est une organisation qui regroupe les grands bailleurs, des organismes qui connaissent la santé, qui maîtrisent la santé, qui maîtrisent les rouages de négociation et qui disposent également de capacités de mobilisation de ressources financières, qui se sont dit, si on laisse seulement les grands pays décider seuls d'avoir le vaccin, de le laisser aux autres, quand ils seront satisfaits, les autres ne seront jamais satisfaits. Et donc pour cela, il faut mobiliser les sous et il faut aller à la source de production, donc chez les fabricants, et demander que parallèlement à la livraison qu'ils vont faire aux pays qui ont garanti, qui ont déposé, qui ont préfinancé la recherche et la fabrication, parallèlement à cette fourniture-là, qu'ils puissent aussi disposer une proportion, un pourcentage de vaccins pour les pays pauvres, les pays moins nantis. Et c'est cette plateforme-là qu'on appelle la plateforme COVAX. Et je crois qu'il y a disons 75 pays qui se sont inscrits à cette plateforme-là et qui vont recevoir et gratuitement, puisqu'il y a une mobilisation de fonds à l'international pour financer l'achat de ces vaccins-là. Donc, les pays qui se sont inscrits vont recevoir des doses de cette plateforme
Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir toutes les doses nécessaires pour nos populations. Et donc, il va falloir compléter les doses qu'on va recevoir par un achat du pays lui-même. D'accord. Et les premières doses attendues, c'est combien? Le COVAX donne combien au Togo aujourd'hui? Alors, combien de doses? On était pour, je crois, 20% des cibles. Mais très prochainement, ce qui est attendu, c'est 40 000 doses. D'accord. 40 000 doses qui sont attendues. D'autres vont venir, mais comme je l'ai dit, il faut éviter de se prononcer sur les chiffres parce que même ceux qui ont payé et qui ont été assurés d'avoir leur dose, aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à les avoir. Et donc, on espère que les choses vont aller dans le bon sens au niveau de la fabrication pour que ce qui est attendu puisse être obtenu. Et comment se fera la campagne? On sait que la semaine dernière, on nous disait que les étapes sont en train d'être établies. Aujourd'hui, est-ce que tout est établi? Comment la campagne de vaccination va se dérouler? Comme c'était annoncé, la première phase concerne essentiellement le personnel soignant. C'est plus facile, c'est un profil bien identifié, qu'on sait localiser, même si le fait d'ajouter le privé va rendre un peu plus laborieux le travail. L'État connaissait déjà ceux qui sont des fonctionnaires ou qui travaillent dans les structures étatiques. Les privés sont aussi très bien organisés, donc le problème ne se pose pas fondamentalement. On est à la phase des échauffements pour commencer les choses sérieuses. Les formations pour le personnel qui doit administrer ces vaccins-là, c'est ça qui est le plus important, est déjà bien planifié, commencé. Donc, je crois que dès que les vaccins seront là, du moins pour le personnel soignant, le problème ne se pose pas de façon préoccupante. Alors, professeur, je rappelle que vous êtes spécialiste en pneumologie, c'est-à-dire vous êtes professeur agréé et à la faculté de sciences de la santé à l'université de Lomé. On va revenir sur l'impact du virus sur les poumons. Aujourd'hui, quelles sont les recherches qui sortent par rapport à ce virus-là qui agit sur les poumons? Comment cela se fait? Alors, un virus, quand il rentre dans un organisme, il a besoin des ancrages pour pouvoir se fixer, pour pouvoir rentrer dans les cellules ou dans les structures de cet organe-là. Ce que nous appelons les récepteurs. Le coronavirus ou le nouveau coronavirus a besoin de certains récepteurs pour pouvoir rentrer dans les cellules, pour pouvoir détourner l'unité de fabrication de la cellule à son profit. Et donc, ces récepteurs-là se trouvent sur certains organes. Ce n'est pas tous les organes de notre organisme qui contiennent un nombre suffisant ou un grand nombre de récepteurs. Et donc, ces récepteurs-là, on les trouve au niveau du nez, au niveau de la gorge, de façon assez importante au niveau des poumons, au niveau du cœur, au niveau du rein, au niveau du tube digestif. Et donc, ça va de sorte que quand le virus va dans l'organisme, commence par se multiplier, il va aller se fixer sur ces récepteurs-là et rentrer plus facilement dans les cellules des organes qui portent ces récepteurs-là. Et donc, ce qui fait que, puisque le poumon a des cellules qui portent beaucoup ces récepteurs, et donc ça va de soi, le virus va rentrer plus facilement dans les cellules pulmonaires, les détruire, et c'est une de ces raisons qui explique que les manifestations respiratoires sont très fréquentes et parfois
au-devant des manifestations dans la maladie. D'accord. Alors, vous êtes dans le comité scientifique, il y a eu des recherches qui ont été lancées. Qu'est-ce qui ressort depuis que la crise, le virus est apparu au Togo, vos recherches et tout ça? Qu'est-ce qui ressort? Parce qu'on n'a pas eu trop de conclusions de la part de la commission scientifique. Je crois que vous avez un peu la réponse. Si au niveau mondial, jusque-là, ça ne foisonne pas, qu'on ne fait pas trop de bruit, c'est que la recherche dans une maladie prend du temps. Il faut identifier ce que surtout pour le traitement, le médicament, il faut mettre en place tout ce qu'il faut pour faire la recherche. Et puis après, c'est une recherche où c'est les volontaires. Donc, il faut que, quand vous, par exemple, si par malheur, vous faites Covid-19, il faut qu'on va vous dire franchement ce que nous avons comme médicament. On a testé, s'il n'y a pas d'effet secondaire. Et on voudrait voir si ça va marcher sur vous ou pas. C'est vous qui allez nous dire, oui, je suis d'accord, non, je ne suis pas d'accord. Et donc, les recrutements vont au rythme de l'acceptation des malades. Et donc, l'essai, qui est l'étude Phytocov, c'est comme ça que c'est appelé, est en cours. On pensait qu'on allait pouvoir recruter plus facilement des patients. Les patients, oui. Volontaires pour les tests. Ils acceptent. Il s'est fait qu'entre-temps, le fait qu'on a décidé aussi de prendre les malades à domicile, de prendre en charge les malades à domicile, a fait que beaucoup de malades sont retrouvés à domicile. Et donc, cela n'a pas facilité ou permis d'aller plus rapidement. Mais l'étude continue. Le moment venu, un point sera fait par rapport aux résultats. Le Togo a le dispositif nécessaire pour pouvoir vous permettre de travailler et de sortir des résultats probants? Tout dépend de ce qu'on veut mesurer. D'accord. Il y a des paramètres au départ qu'on a souhaité mesurer qui n'étaient pas mesurables au Togo. Et il fallait le faire à l'international avec tous les problèmes de transport qui se sont présentés. On a jugé se servir des paramètres plus simples pour évaluer, mais des paramètres sérieux qui permettent de conclure à l'efficacité ou à la non-efficacité des formulations dont on dispose. Je rappelle que vous êtes sur Radio Djena. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes aujourd'hui avec le professeur Adjokomi Séraphin. Il est co-coordonnateur des soins au centre de prise en charge du coronavirus, c'est-à-dire le centre de CHR Lomé Commune du Togo, et membre également du conseil scientifique de la riposte contre la COVID-19 dans le pays. Alors, professeur, on va parler du vaccin. Oui. Quand les doses vont arriver, c'est le personnel soignant, mais après, il y aura les personnes âgées, les personnes qui ont des comorbidités, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension et autres. Mais aujourd'hui, l'inquiétude, c'est que est-ce que si je prends ce vaccin, je peux continuer avec mon traitement si je suis diabétique ou je suis hypertendu? Est-ce qu'il n'y a pas d'interaction? Est-ce qu'il y a eu des recherches à ce niveau? Il n'y a pas de rejet du vaccin? Non, il n'y a pas. Les vaccins ont leur principe de fonctionnement qu'on connaît. Et donc, il n'y a pas de raison, d'abord, rien que sur le principe, il n'y a pas de raison que quand on reçoit le vaccin, que cela interfère fondamentalement avec le traitement qu'on reçoit. Ces comorbidités sont le plus souvent soit le diabète, soit l'hypertension. Dans notre contexte, il y a le VIH, SIDA. Le problème, ce n'est pas par rapport à l'incompatibilité du vaccin avec les traitements que le malade prend. C'est le problème qui peut se poser éventuellement et qui ne se pose pas. C'est est-ce que chez des sujets particuliers, est-ce que le vaccin sera aussi efficace que chez les sujets normaux? C'est peut-être ça. Mais par rapport au traitement que les malades sont en train de prendre, il n'y a pas de problème là-dessus. Et sur cette question que vous venez de poser, est-ce que c'est bon pour les gens particuliers, ceux qui n'ont pas de problème? Est-ce qu'il n'y aura pas d'effet et tout ça? Les vaccins,
quand vous savez comment fonctionne un vaccin, Ouais. on prend un produit, ce que nous appelons les antigènes, c'est comme ça que l'organisme fonctionne. Hein. Quand l'organisme rencontre un microbe, il souffle, il essaie de le reconnaître, et quand il y arrive, il met en place donc sa machinerie pour fabriquer les armes qui permettent de détruire ce microbe particulier. Et il essaie de le garder quelque part pour que dès qu'il rencontre encore le même microbe, qu'il aille rapidement fabriquer, ou même il fabrique les armes qu'il met en stock. Dès qu'il rencontre le même microbe, il prend les armes et puis il les attaque. Alors, partant de ce principe-là, on prend une partie d'un microbe contre lequel on veut vacciner. On prend une partie de ce microbe-là et qu'on va présenter aux cellules immunitaires ou bien au système immunitaire de l'organisme. Le système le reconnaît et déclenche donc la fabrication des armes contre ce microbe-là. Et donc, partant de ce principe, il faut que le système immunitaire reconnaisse la partie du microbe et qu'il fasse travailler ces différentes unités pour fabriquer l'arme. Et c'est là que dans certaines maladies, on peut se poser des questions. Par exemple, quand quelqu'un a des problèmes déjà au niveau de son immunité, on se demande s'il prend le vaccin, est-ce que son immunité va pouvoir bien fabriquer les armes? C'est en ces termes-là que les questions se posent, mais les premières données parcellaires qu'on a sur ces vaccins-là montrent quand même que les sujets infectés par le VIH ont quand même un bon taux de protection quand ils reçoivent ce vaccin. Il y a certaines maladies particulières dont on peut se taire ici qui ne sont pas des maladies les plus fréquentes, qui sont très rares et qui posent des problèmes particuliers. Ce n'est pas le cas dans notre pays. D'accord. Vous parlez justement des vaccins à ARN messager, c'est ça? C'est le vaccin. Ça, on est parti sur... c'est le principe de tous les vaccins, D'accord. quel que soit le mode de fabrication, le principe, c'est qu'on montre une partie du microbe au système immunitaire. D'accord. Une partie non dangereuse au système immunitaire qui le reconnaît comme tel et qui fabrique les armes pour l'attaquer, de façon que quand il va rencontrer le vrai microbe plus tard, il l'attaque plus facilement. Oui, d'accord. Voilà. Alors, par rapport à ce vaccin et aux personnes qui ont des comorbidités, aujourd'hui, vous rassurez, professeur, que quand ils auront accès à ce vaccin, il y aura pas, cela ne va pas agir sur leur santé. Les données dont on dispose aujourd'hui, qui émanent donc des recherches réalisées sur ces vaccins-là, ces données-là ne laissent pas croire. Et on a des données, les effets secondaires ne sont pas des effets secondaires spécialement gênants comparés à la normale. D'accord. Donc, c'est les mêmes effets qu'on retrouve pour d'autres vaccins. Puisque vous êtes dans le domaine des poumons, on sait que l'hépatite attaque souvent le foie, mais ce n'est pas très loin. Aujourd'hui, quelle relation entre ceux qui vivent avec l'hépatite ou bien développent les hépatites et le coronavirus et maintenant le vaccin qui arrive? Est-ce que ces personnes sont concernées? Pour prendre le vaccin? Oui. Mais bien sûr. Le vaccin, quand on parle d'hépatite, il faut faire la part des choses. Les hépatites 1, elles sont nombreuses. Oui. Il y a le B, le C et tout. Il y a les hépatites médicamenteuses, les hépatites virales. Oui. Quand vous avez une hépatite, même si c'est une hépatite virale, il y a des hépatites virales qui évoluent, où vous êtes à la phase active de la maladie. Ces genres de malades, ils vont avec leur médecin,
le médecin évaluera leur état et dira si eux ils peuvent prendre ou pas. D'accord. Quand on a une maladie infectieuse qui est en train d'évoluer, on fait attention à vacciner, il vaut mieux reporter pour traverser la période aiguë de l'infection avant de vacciner. Donc, ces malades qui ont l'hépatite doivent s'adresser à leur médecin pour savoir si leur état permet de faire le vaccin ou pas. Il y a des hépatites chroniques non actives qui sont là, que les gens traînent, qui n'ont rien du tout. C'est des gens qui ne posent aucun problème à recevoir ces médicaments. D'accord. Parlons toujours du vaccin. Est-ce que une personne qui a déjà développé la maladie, je parle de la COVID-19, aura accès à ce vaccin, ou bien la personne est déjà guérie, ce n'est plus la peine? Alors, ce qu'on a observé au cours de COVID-19, c'est que quand vous faites la maladie et que vous guérissez, vous avez des anticorps qui vous protègent pour un temps. Mais on s'est rendu compte que ça ne dure pas très longtemps. Très longtemps. D'accord. Alors, donc, aujourd'hui, le principe qui est là, c'est que ceux qui ont fait la maladie et qui sortent tout de suite, on ne les vaccine pas. Vous développez la maladie, vous sortez ce lundi. Vous sortez le lundi, le lendemain, ce n'est pas nécessaire qu'on vous prenne pour vous vacciner. D'accord. Mais à distance, c'est complètement justifié compte tenu après une semaine, vous pouvez... Non, on est dans la fourchette de 3-6 mois. D'accord. Les anticorps qu'on a développés au cours de la maladie sont des anticorps qui commencent par descendre. Et donc, on peut restimuler l'organisme pour qu'il en reproduise sur ce principe-là. Donc, une personne qui a développé la maladie, qui a été guérie du coronavirus, peut-être vous attendez jusqu'à 3 mois, si vous sortez aujourd'hui par exemple, 3 ou 6 mois, voilà, pour avoir accès au vaccin. Voilà. D'accord. C'est juste ce principe-là, on s'éloigne de la phase aiguë, l'organisme reprend un peu et puis on peut le restimuler. Mais il n'y a pas une contre-indication à être vacciné si on a déjà fait corona. Par contre, si on est en train de faire la maladie, ce n'est pas la peine d'aller vacciner quelqu'un qui a le coronavirus, qui est en train de faire la maladie, qui a des signes de la maladie. Ce n'est pas la peine de le vacciner. D'accord. Ceux qui sont malades ne seront pas vaccinés. Ceux qui sont malades au CHR Lomé Commune, on ne va pas les prendre pour les vacciner. Parce qu'ils suivent déjà les soins. Mais professeur, il y a une zone d'ombre à mon niveau, parce que parlant d'AstraZeneca, on a dit que c'est pour lutter contre les formes graves du coronavirus, mais vous dites qu'on ne va pas vacciner ceux qui sont malades. Non, on ne vaccine pas celui qui est en train déjà, quand j'ai un malade sous respirateur, ce n'est pas en ce moment-là que je le stimule, peut-être même que je n'aurai pas de réponse. D'accord. Il a déjà plein de virus dans son organisme, ce n'est même pas la peine d'aller chercher. Il a déjà du mal à lutter contre les virus qu'il a dans son organisme. Ce n'est pas quelques antigènes supplémentaires qu'on va lui apporter alors qui changera quelque chose. D'accord. Donc, pendant cette phase de la maladie, ce n'est pas la peine de chercher à vacciner ceux qui sont formés pour la vaccination. Non, la vaccination, c'est pour protéger. C'est pour protéger contre les formes graves. C'est pour éviter que les gens attaquent la maladie. Mais dès que vous avez déjà la maladie, on vous laisse faire votre maladie, guérir de la maladie. Après, on peut chercher à stimuler l'organisme si on trouve nécessaire. Une personne qui sort déjà des soins par rapport au coronavirus, quelle est son immunité? Une personne qui a déjà développé le virus et qui sort, quelle est son immunité? Parce qu'on a constaté qu'il y a des rechutes. Il y a la plupart des malades qui font Covid-19 juste après, ils ont des anticorps qui les protègent. La plupart. On a quelques rares individus qui ne développent pas des anticorps protecteurs. Ils ont des anticorps qui montrent qu'ils ont fait la maladie, mais qui ne les protègent pas. Oui. Donc, ça, c'est pourquoi ça se passe comme ça. On ne sait pas encore, les recherches sont en cours pour comprendre pourquoi certaines personnes, mais ce n'est pas la grande majorité. Et donc, comme je le disais, la plupart des gens qui font Covid-19 vont développer des anticorps. Le problème, c'est que ces anticorps-là ne restent pas longtemps à un taux suffisant pour les protéger.
après 3-6 mois, on assiste à une baisse du taux de ces anticorps, ce qui les expose à une nouvelle infection. Alors, pour le vaccin, c'est 2 doses, on a constaté dans certains pays. Ça serait la même chose au Togo? C'est les 2 doses plus protecteurs qu'une seule dose. Et donc, c'est les 2 doses qui se feront aussi chez nous ici. Sur quel intervalle vous prenez la première dose et la deuxième? Alors, ça varie, mais il faut avoir entre 3 jusqu'à 4 semaines entre les 2 doses. Voilà. Donc, ça laisse une marge d'organisation pour ceux qui vont administrer, pour ceux qui gèrent ces vaccins-là. Alors, professeur, d'un point de vue global, depuis que le virus est apparu, est-ce que vous avez constaté qu'aujourd'hui, qu'il y a un changement de mentalité? Parce qu'au début, on n'y croyait pas tellement. Les gens ont dit, porter le cache-nez, non, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de virus et tout ça. Vous avez constaté qu'il y a un changement dans les habitudes des Togolais et tout? Contrasté, plutôt, c'est un constat qui est contrasté. Au départ, on a eu tous peur. Oui. Et au moment de ces peurs-là, j'ai l'impression que certains, en ce moment-là, ont pris conscience et se sont mis à porter sérieusement les cache-nez, à appliquer les mesures barrières. Mais après cette phase, quand nous aussi, on a commencé par vivre la maladie, et qu'on a vu que ça ne nous tue pas autant que ça tuait les autres de l'autre côté, je crois que la peur est redescendue. La peur est redescendue et bon, malheureusement, certains qui étaient plus appliqués au départ ont commencé par relâcher. Vous voyez, vous passez vous-même devant les boutiques, tout ça. Oui, il n'y a pas de port de cache-nez, tout ça. Les lave-mains qui n'ont plus d'eau. Personne ne s'en occupe. Il n'y a plus de savon. Il n'y a plus de savon. Même les vigiles qui étaient aux portes pour rappeler les gens à l'ordre, maintenant ils vont vous voir passer, ils ne vous disent même plus rien. C'est ça la situation qui n'est pas une bonne situation parce que les choses sont plutôt maintenant plus graves qu'elles ne l'étaient en mars ou en avril de l'année passée. Aujourd'hui, vous avez toutes les chances de rencontrer, de tomber sur un cas Covid-19 quand vous sortez, quand vous allez au marché. Ça, beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 8 mois. Et donc, ce qu'il faut également dire, peut-être on ne le dit pas assez, c'est quand même une maladie grave. Et nous qui travaillons, qui recevons les malades, parfois c'est un drame. La fois dernière, une jeune fille, 30 ans, on le diagnostique, le temps d'arriver au CHR Lomé-Commune, il fait 24 heures, elle meurt. Vous voyez, et quand on peut éviter ces décès-là, il faut les éviter. On ne peut pas tout éviter, mais quand on peut éviter ces genres de décès, ces genres de drames, je crois qu'on doit tout faire pour les éviter. Pour ceux qui ont déjà eu la maladie, est-ce que vous avez constaté qu'ils ont eu des effets après? Est-ce qu'il y a eu des effets, puisque vous faites des recherches au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a eu des séquelles après avoir développé? Après Covid, oui. Ça aussi, tout dépend de l'importance des atteintes. Il y a certains malades qui restent très fatigués pendant très longtemps, des semaines après être sortis de l'hôpital. Ils sont très fatigués, contrairement à d'autres qui récupèrent assez facilement, qui continuent. Il y a également, ça dépend également de l'importance des dégâts, des destructions au niveau des structures. D'accord. Quand vous avez des poumons, il y a des gens chez qui le virus détruit et assez profondément la structure du poumon. Et ces gens-là, il y en a qui vont traîner ça. On se demande s'ils ne vont pas les traîner toute leur vie. C'est des destructions qui ne vont pas revenir, qui ne vont pas se réparer, qui vont se réparer de façon imparfaite. Donc, ils seront handicapés dans une bonne proportion pour toute leur vie. Et donc, c'est des gens qu'on suit après CHR Lomé Commune. Il y a des problèmes, nous les suivons
Et on va voir ce que ça va donner. Mais on s'inquiète. C'est l'une des raisons pour lesquelles on ne doit pas banaliser avec cette maladie. On peut s'en sortir avec des séquelles. D'accord. Et il y en a qui font une atteinte rénale et qui seront dialysés. Et qui, après, ça ne rentre pas dans l'ordre. Et donc, ils vont continuer les dialyses. Ils doivent continuer. Et voilà un peu la situation. D'accord. Est-ce que le vaccin protège contre une contamination? Est-ce que les choses ont évolué? Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Les contaminations, ce n'est pas très sûr. C'est pas très sûr. Alors, c'est que ce qui est très sûr et qui ne souffre d'aucune contestation, c'est la protection contre les formes graves. Vous savez, si je peux faire Covid-19 et être comme vous et moi ici, et sans développer des signes qui m'amènent à l'hôpital, qui mettent en danger ma vie, c'est super ça, c'est super. Mais le fait que je développe ces signes-là, ou j'attrape Covid-19, fait de moi quand même un sujet qui peut transmettre la maladie à l'autre. Et même si le niveau de contagiosité n'est pas le même, quand vous avez des signes, vous êtes plus contagieux, vous traînez plus longtemps le virus que celui qui n'a pas de signes. Et donc, en ce sens-là, bien que le vaccin ne protège pas contre une contamination, le fait que celui qui a le vaccin et qui fait Covid-19 a moins de virus, est moins contagieux, le vaccin réduit du coup le niveau de contamination générale dans la population. Donc, si par exemple je suis vacciné, une personne X est vaccinée contre le coronavirus, la personne ne peut pas contaminer une autre parce que... Je parle de niveau de contamination. Si vous pouvez, en parlant, projeter 1 million de virus dans l'atmosphère et comparer à 100 virus dans l'atmosphère, ce n'est pas la même chose. Si on se retrouve, le risque que vous me contaminez, vous nous contaminez, n'est pas la même chose. C'est un risque très réduit par rapport aux sujets vaccinés qui ne font que la forme très légère et comparé à celui qui fait la forme grave, symptomatique et qui propage beaucoup plus de virus que celui qui est vacciné. Aujourd'hui, professeur, quel est votre message à l'endroit de ceux qui sont toujours réticents face à ce vaccin contre le coronavirus? Non, je crois que le monde entier n'est pas fou. Il faut se dire que très probablement il y a des intelligents, il y a des gens qui raisonnent. Et donc, si tout le monde entier court derrière un virus, si les riches courent derrière un vaccin, si les très renommés courent derrière ce vaccin pour se faire vacciner, je crois qu'on doit tirer la conclusion qu'il y a un intérêt à se faire vacciner et que sûrement cet intérêt, ce bénéfice-là, dépasse de loin le risque que le vaccin peut représenter. Et donc, rien que sur ce constat, sans rentrer dans les considérations scientifiques pures et dures, je peux dire à nos compatriotes, à mes compatriotes, que faisons comme les riches, faisons comme les nantis, et suivons-les, au moins pour une fois. Si, je ne crois pas que les nantis veulent mourir. Voilà. D'accord. Les nantis veulent toujours être en bonne santé. Est-ce que quand on est vacciné, on doit toujours porter le cache-nez? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La première chose, c'est que on ne va pas être vaccinés tous ensemble au même moment. C'est petit à petit. C'est petit à petit, c'est petit à petit. Et donc, même si moi, je me vaccine, tous ceux qui autour de moi ne sont pas vaccinés, supposons que, comme on l'a dit, si on fait le vaccin, quand on est vacciné, on peut encore faire une forme asymptomatique de Covid-19. Supposons que je fais la forme asymptomatique et que même si je ne suis pas fortement contagieux, je le suis un peu, et que je transmets mes virus-là à quelqu'un qui n'est pas vacciné, lui risque de faire
peut-être la forme grave. D'accord. Donc, pour cette raison-là, pour les autres, c'est important que nous continuions, même ceux qui sont vaccinés, continuent par porter leur masque. Lorsqu'on va atteindre un taux critique suffisamment élevé de nombre de personnes vaccinées, lorsqu'on aura couvert tous les cibles, en ce moment-là, on peut envisager, et ça ce n'est pas une décision au niveau individuel, c'est une décision globale. Système global, on peut envisager faire ou relâcher un peu les mesures barrières. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier et de vous témoigner toute notre gratitude. Le plus souvent dans les maladies, c'est les professionnels de la santé. Mais cette fois, la mobilisation générale est particulière au niveau de vous, les hommes et les femmes de médias. Et donc, c'est pour nous un plaisir de nous retrouver avec vous pour ensemble lutter contre cette pandémie. Oui, le virus, il faut toujours travailler ensemble pour mettre un terme à ce virus qui sévit dans plusieurs pays aujourd'hui. Donc, il faut respecter toujours les mesures barrières, même si le vaccin est arrivé. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle que vous êtes le co-coordonnateur des soins du centre de prise en charge du coronavirus au Togo, c'est-à-dire le centre de CHR Lomé Commune, membre du conseil scientifique de la réponse contre la COVID-19 au Togo. Nous étions, chers éditeurs, avec le professeur Adjokomi Séraphin. Je suis Dibouali Apedo. Merci à vous de nous avoir suivis. Réalisation Elia Tikbo. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres programmes.